Bonsoir, il sera question de sous, de stress et de science dans ce journal, de sous avec la manif des étudiants qui réclament plus de profs, plus d'amphi. Avec l'enveloppe octroyée aux agriculteurs par le gouvernement, 1,5 milliard de francs, et avec le prix de l'action Rhône-Poulenc, 135 francs de stress, avec celui du petit juge Lambert entendu comme témoin au procès Villemain, et celui de la star Michael Jackson qui se reposerait à Avoria. En fin de science, avec une découverte rapportée par Esther, les bouchers existaient déjà au temps du néolithique. Commençons par ce qui vous intéresse le plus, les sous, donc par la manif étudiante que Chantal Kimerlin, Éric Lemasson et Philippe Luzzi ont suivi. Facultés asphyxiées, chômeurs assurés. Le budget, on l'aura, du pognon pour l'éducation. Ils étaient 5 000 selon la police, 15 000 selon les organisateurs, à défiler sur le Boulmiche, puis à Saint-Germain-des-Prés, en criant des slogans unitaires. Côte à côte, les deux syndicats, une FID socialiste et une FSE communiste, ont rassemblé une population assez disparate, presque autant de lycéens que d'étudiants, ainsi que quelques enseignants et parents d'élèves de gauche. On attend que ce soit à peu près correct, qu'on fasse nos études dans un truc décent, pas un dépotoir, qu'on conserve notre anonymat, que ça soit à peu près gratuit et qu'il n'y ait pas de favoritisme pour les plus riches, quoi. Quelles sont les conditions de travail? Lamentables. 600 dans des amphis de 300, des TD de 80 personnes, c'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Arrivés devant l'Assemblée nationale, 25 étudiants représentant les syndicats et les principales universités mobilisées, Nantes, Rouen, Tours, Aix, ont été reçus en délégation par les 4 groupes parlementaires, PC, PS, UDF, RPR. On va demander des crédits d'urgence, une loi de programmation, et on veut bien dire à M. Fillon que, premièrement, s'il pensait que le budget pour cette rentrée n'était pas suffisant, il avait qu'à organiser un collectif budgétaire. Il ne l'a pas fait, donc cette rentrée, c'est sa responsabilité. La manifestation parisienne s'est dispersée sans incident avant 19h. Les syndicats appellent les étudiants à se joindre à la journée nationale de grève du secteur public qui est prévue jeudi prochain. Des défilés ont eu lieu également dans les principales villes universitaires de province, par exemple à Nantes, où le mouvement avait démarré il y a 3 semaines. Jacques Deveau, Roger Bendayan. Assemblée générale difficile ce midi à la fac de lettres de Nantes. Aucune décision n'avait été encore prise sur l'action à mener aujourd'hui. Il y aura des milliers d'étudiants dans la rue pour s'opposer à ce budget. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rapport de force dans l'ensemble des villes. Il faut donc qu'on soit dans la rue massivement. Finalement, après 1 heure de discussion, les étudiants décidaient de rejoindre les lycéens qui, eux, avaient prévu de manifester en ville. Peut-être qu'on arrive à la fin du mouvement un petit peu et puis que les gens arrivent un petit peu essoufflés de leur mouvement, mais c'est pas grave, il faut que ça continue. Un message qui n'est pas passé. À Nantes, le mouvement s'essouffle après 3 semaines et il n'était que 2000 dans les rues, essentiellement des lycéens. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Par solidarité avec les étudiants. Et parce qu'on a les mêmes revendications, on demande des locaux, des profs, et parce que ça nous concerne ensuite. Oui, on est plutôt inquiets pour ce qui va se passer pour nous, quoi. Parce que nous, après, on passe derrière, et on ne sait pas trop où on va aller, comment ça va être, quoi. C'est notre futur qui est en jeu. Ultime coup d'éclat, après la manifestation, quelques centaines d'étudiants et lycéens ont occupé en fin d'après-midi les locaux de l'école supérieure de commerce. Si le problème se pose aujourd'hui, c'est parce que certaines filières, comme psychologie ou histoire, sont plus engorgées que d'autres, et c'est nouveau. L'exemple de Toulouse, avec Isabelle Lelion et Gilbert Usan. Cours de psychologie à l'université de Toulouse-Mirail ce matin. L'amphi n'est pas plein et pour cause. 1300 étudiants inscrits en première année, il a fallu les séparer en plusieurs groupes. 1300 futurs psychologues, certainement pas. Un étudiant sur 2 abandonne avant la fin de la 2e année. Il y en a plusieurs qui sont dans mon cadre, qui pensent que c'est un complément pour ce qu'ils veulent faire plus tard. Il y en a d'autres, c'est aussi une discipline refuge, il y en a qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Ils doivent s'imaginer que, je sais pas, c'est un cursus plus facile ou peut-être moins fastidieux, je sais pas. Psycho, histoire, les disciplines à la mode. Des filières longues, très prisées aujourd'hui, comme si les étudiants voulaient retarder leur entrée dans la vie active. L'université, un rempart contre le chômage. Bon, nous avons
pourquoi pas faire psycho comme Pipo si, enfin, même les ingénieurs sont au chômage et tout ça. Donc peut-être qu'il y a un intérêt à se centrer plus sur soi-même et faire des études moins rationnelles mais plus de goût. On n'est pas sûr de trouver du boulot en arrivant sur le marché. Donc il vaut mieux continuer à faire des études pendant 5 ans et être sûr à la rigueur d'arriver à quelque chose plutôt que de faire un BTS ou un IUT et pas être sûr de pouvoir rentrer tout de suite. Reflet d'une société en crise, les étudiants cherchent à cerner le mal-être, d'où la ruée vers les sciences humaines. Il y a un afflux d'étudiants, c'est pour cela que je suis un petit peu gêné. Donc il faut des locaux, donc il faut des enseignants, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on puisse le régler par le choix d'une discipline par rapport à une autre. Langue, géographie, philosophie, partout les mêmes problèmes, les mêmes ferments de la contestation d'aujourd'hui. C'est le signifiant, c'est-à-dire... Et pendant ce temps, les députés présents à l'Assemblée nationale discutaient du budget universitaire 94, un budget que les étudiants trouvent précisément insuffisant et que le ministre François Fillon qualifie de meilleur possible dans le contexte économique actuel. Jean-Baptiste Prédaly, Jean Cornu. Aujourd'hui, cet amphithéâtre-là ne risquait pas vraiment d'être surchargé. Bien sûr, à l'Assemblée, la discussion sur le budget de l'enseignement supérieur, c'est une affaire technique. Bien sûr, chacun studieusement a pris des notes. Mais un malaise étudiant peut toujours rappeler de mauvais souvenirs, ceux de 86 par exemple. Et dans ces conditions, le premier souci d'un ministre des universités, c'est de s'expliquer. On veut faire croire que notre majorité serait indifférente, voire hostile, au monde universitaire et à la recherche. Ce n'est pas seulement ridicule, c'est indigne. Derrière le on, il y a l'opposition, guère plus nombreuse dans l'hémicycle, mais accusée de manipuler l'agitation étudiante. Tous les gouvernements, de droite notamment, ont toujours tendance à essayer de trouver un bouc émissaire. Je crois qu'il n'y a pas de bouc émissaire, il y a des étudiants qui sont en colère, qui sont de mauvaise humeur, parce que leurs conditions d'études sont déplorables, parce que ce gouvernement a interrompu l'effort qui avait été fait précédemment. Et je crois qu'il exprime et qu'il a intérêt à répondre à cette revendication, ce gouvernement. Que l'on juge François Fillon et le nouveau gouvernement sur leur rentrée universitaire, c'est-à-dire en septembre-octobre 94 et pas en septembre-octobre 93. Aujourd'hui, les étudiants manifestent contre M. Jospin, ils ne manifestent pas contre M. Fillon. Et au fait, les principaux intéressés, les étudiants, ils se sont invités sur la fin en délégation, reçus, écoutés par tous les groupes et par le président de l'Assemblée. Au Palais Bourbon, il y a bien eu débat sur l'agitation étudiante, mais c'était dans les couloirs. Les agriculteurs avaient rendez-vous aujourd'hui avec Édouard Balladur. Ils sont ressortis satisfaits de Matignon. Le gouvernement leur accordera une aide de 1,5 milliard de francs en 1994. Jean-Yves Perrin, Bernard Pissosseau. Ce soir, ce sont les retraités de l'agriculture qui devraient être contents. Enfin, les 170 000 qui touchent des pensions inférieures au RMI. Elles seront revalorisées l'an prochain. Autre mesure, la diminution d'1 point du taux des prêts bonifiés. Les agriculteurs vont eux aussi bénéficier de la baisse du coût de l'argent. Mise bout à bout, les mesures annoncées par Jean Puech pèsent 1,5 milliard de francs. Un joli cadeau quand d'autres doivent se serrer la ceinture. Le GATT serait-il passé par là? Démenti catégorique des intéressés. Sur ce dossier du GATT, une chose est très claire et elle a été réaffirmée par le Premier ministre. Il n'y a aucun lien entre cette réunion et le dossier du GATT, contrairement à ce qu'on veut bien faire croire. Il n'y a pas de deal entre le Premier ministre et les organisations professionnelles agricoles. Nous avons notre responsabilité syndicale de défendre les agriculteurs, l'agriculture et tout ce que cela représente sur l'ensemble du territoire et au niveau européen. C'est ce que nous essayons de faire au mieux. Nous avons dit les orientations qu'il fallait donner à cette négociation au GATT. Le Premier ministre a sa responsabilité de gouverner la France. Il ne peut pas y avoir de contrat entre le Premier ministre et les agriculteurs. Ce qui s'appelle calmer le jeu, pour que les ultimes négociations du GATT ne se déroulent pas sous la pression. Et ça arrangerait bien les affaires du gouvernement. Les parlementaires veulent mettre un terme pour l'instant au débat sur les 32 heures. Députés et sénateurs se sont mis d'accord pour biffer du projet de loi sur l'emploi cette formule en apparence magique. Véronique Auger. Les parlementaires ont l'art. L'art est la manière d'enterrer les formules un peu encombrantes. Ce soir, c'était au tour de l'expression semaine de 32 heures. Elle sentait trop le soufre, alors on l'a fait disparaître de l'amendement sur la réduction du temps de travail. À sa place, un seul chiffre, moins 15%. En fait, cela revient au même. Faire chuter les horaires de 15%, c'est passer en dessous de 33 heures. Résultat, les parlementaires frileux sont d'accord avec les parlementaires audacieux. Moi, je suis heureux aujourd'hui
Ce que je souhaite maintenant, bien sûr, c'est que des entreprises, salariés et dirigeants soient prêts à faire l'expérience. Mais oui, pour moi, j'ai sauvé l'essentiel. Pour nous, l'objectif, ce n'était pas 32 heures, c'était une forte réduction de la durée du travail permettant une augmentation de l'embauche. Dans cette affaire, nous pensons aux chômeurs. C'est à eux qu'il faut penser. Les entreprises intéressées vont maintenant devoir se plonger dans les méandres de cet amendement alambiqué. Ce n'est probablement pas ce tohu-bohu politique qui leur donnera le courage de se lancer dans l'aventure. Opinion exprimée à l'instant par Édouard Balladur. Ce dont la France a besoin, ce n'est pas moins de travail, mais plus de travail. Encore moins cher que la BNP, 135 francs, c'est le prix de l'action Rhône-Poulenc que vous pourrez acheter dès demain. Éric Monnier. Rhône-Poulenc, ou l'histoire d'un chimiste devenu apothicaire. Depuis 1986, la santé humaine, mais aussi animale, c'est la priorité pour le géant français de la chimie. Déjà près de la moitié de son chiffre d'affaires provient de la production de médicaments. Rhône-Poulenc est aujourd'hui le 10e groupe pharmaceutique du monde. Pour cela, il a fallu en 1990 racheter Rorer, puis prendre une participation chez AIS, 2 Américains spécialisés en pharmacie. Il a fallu aussi gommer une image de chimiste pollueur pour celle du guérisseur, soucieux de l'environnement. Malgré des résultats maussades, baisse des bénéfices annoncés cette année, à 135 francs le titre, l'affaire semble encore juteuse. Aujourd'hui, le cours de l'action Rhône-Poulenc cotait encore 153 francs 60. Il faut dire que l'absorption prochaine de l'Institut Mérieux, numéro 1 mondial des vaccins, laisse présager des jours meilleurs. Et puis Rhône-Poulenc, c'est avant tout de la matière grise, à l'image de 2 prix Nobel, Jean-Marie Laine et Pierre-Gilles Degène, salariés du groupe. Et ça, il est vrai, ça n'a pas de prix. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui le budget de la communication. Il porte essentiellement sur l'audiovisuel public, plus 4% par rapport à l'an dernier. Le petit juge est passé de l'autre côté de la barre. Jean-Michel Lambert a été entendu aujourd'hui comme témoin au procès Villemain. Il a reconnu avoir commis des erreurs lors de l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory, mais il reste convaincu de l'innocence de Laroche. Dominique Verdeillan, Éric Delagneau. Le palais de justice de Dijon, le juge Lambert ne le connaît pas bien. C'est donc la concierge qui lui montre le chemin. Vous allez peut-être laisser passer quand même. Les flashs, les caméras, la bousculade, les journalistes, Jean-Michel Lambert les avait déjà connus à Épinal il y a 9 ans. Mais ce matin, pour le petit juge, le plus dur restait à venir. Depuis le début du procès, ses oreilles avaient dû lui siffler plusieurs fois. La justice l'attendait. C'est pourquoi ce matin, les policiers prenaient les affaires du petit juge en main. Lors de son arrivée, quelques minutes plus tôt, le juge Lambert a une question sur les lèvres. Il la pose à la cour d'assises. Comment Bernard Laroche pouvait savoir le 16 octobre 84 que Christine Villemain mettrait Grégory devant la maison? Jean-Michel Lambert persiste et signe. Pour lui, il y a là une invraisemblance de nature à innocenter Laroche. Je ne veux pas faire le procès de Christine Villemain, dit-il, mais ce n'est pas moi qui ai forcé la main aux experts, aux témoins et aux autres magistrats qui ont désigné la mère du petit Grégory. J'en ai commis des erreurs, certes, mais pour la mort de Laroche, je ne veux pas porter le chapeau. J'ai prévenu le procureur de la République. Pendant plus de 5 heures, Jean-Michel Lambert va rester à la barre, sur la sellette. Le petit juge fait l'unanimité contre lui, contre son instruction. Personne ne l'épargne. Magistrats, avocats, jusqu'au journaliste Jean Kerr avec qui il est confronté. L'estocade est portée en fin de journée par Jean-Marie Villemain lui-même. C'est vrai, on a eu confiance en vous, mais on a vu le résultat. Vous nous avez avec Christine jeté en prison. On s'était trompé sur vous. Ainsi se profile à Dijon un 3e procès. Après celui de Jean-Marie Villemain, après celui par extension de Bernard Laroche, ce fut aujourd'hui celui du petit juge. Un nouveau sigle apparaît, BP, comme brigade punitive. Elle revendique l'incendie d'un dépôt de la gendarmerie à Toulouse et 2 attaques contre les domiciles de commerçants impliqués dans des affaires d'autodéfense. Il n'y a eu dans les 2 cas aucune victime. Isabelle de Lyon, Gilbert Ruzan. Une carcasse carbonisée, le fourgon de la gendarmerie incendié. Les mystérieuses brigades punitives ne veulent pas laisser d'autres traces que leur signature, BP AD pour Action Directe. Les brigades punitives se présentent comme une résurgence du groupe terroriste, but déclaré punir tous ceux qui tirent sur des cambrioleurs. Nous voulons revendiquer un attentat. Nous avons détruit une voiture appartenant à la gendarmerie nationale sur la commune de Pouvanville. Nous sommes des brigades punitives. J'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un un peu nerveux, un peu tendu,
mais en même temps avec un ton assez déterminé, assez offensif. Un interlocuteur pris au sérieux, car tous les attentats annoncés ont été réalisés. Incendie d'un dépôt de véhicules de gendarmerie pour venger Mohamed, un jeune garçon blessé par un gendarme lors d'un cambriolage. Coup de feu contre un restaurant dont le propriétaire a été acquitté après le meurtre d'un voleur. Coup de feu encore contre la maison d'un garagiste en prison pour une affaire d'autodéfense. Venger les jeunes assassinés pour de menus larcins, c'était aussi le but des familles de victimes. Elles ont choisi d'organiser des manifestations pacifiques. Aujourd'hui, leur avocat s'inquiète. On parle d'un armement lourd dont on disposerait, de conditions d'entraînement dans des camps qui se situeraient en Corse, qui me paraissent complètement étrangers au mouvement spontané des jeunes et qui me paraissent inspirés par une volonté de dévoyer le sens du combat mené spontanément par les jeunes. D'autres attentats sont annoncés. Le parquet a ouvert une information judiciaire contre X. Les enquêteurs restent prudents, mais il faut dire que ces actions terroristes coïncident avec le retour des dirigeants d'Action Directe devant les assises, déjà condamnés à la perpétuité pour l'assassinat de Georges Besse. Rouillant, Ménigon, Aubran et Cipriani répondront demain, notamment, de complicité d'assassinat de l'ingénieur général Audran. Isabelle Stès. Cette nuit-là, les assassins n'ont laissé aucune chance à leurs victimes. Un meurtre à l'italienne, diront les policiers, exécuté avec le sang-froid des tueurs professionnels. 8 balles de 11,43, du gros calibre, 6 dans le corps, 2 dans la tête. Le général Audran est tué sur le coup, devant chez lui, au volant de sa voiture. Il est 20h50, ce 25 janvier 1985. Tout s'est passé très vite, sans témoin. Ce n'est que 8 jours plus tard qu'un communiqué revendique le meurtre, siglé de l'étoile à 5 branches, symbole d'Action Directe. René Audran, 55 ans, homme clé des ventes d'armes françaises, proche collaborateur du ministre de la Défense de l'époque Charles Hernu. Avec sa mort, Action Directe signe son premier assassinat politique. Leurs visages sont affichés partout. Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani et Joël Aubron. Ce sont les leaders d'Action Directe. Ce qu'ils appellent la guerre contre l'impérialisme est sanglante. Leur cible, le CNPF, avec ici son vice-président Guy Brana, ou la Défense, avec le contrôleur général des armées Henri Blandin. Les deux hommes échappent de justesse à des attentats. Georges Besse a moins de chance, le PDG de Renault est assassiné en novembre 86. 3 mois plus tard, la cavale des 4 terroristes prend fin ici, dans leur planque, à Vitry-aux-Loges. Depuis, ils sont incarcérés à Fresnes. Soumis au régime d'isolement, ils sont aujourd'hui en grève de la faim. Le procès qui s'ouvre demain ne changera guère leur sort. Pour l'assassinat de Georges Besse, tous ont déjà été condamnés à la perpétuité. Pas de foulard islamique à l'école. Le proviseur du collège Xavier Bichat de Nantua a été ferme ce matin. Il a interdit l'entrée de son établissement aux 2 jeunes Marocaines qui ne voulaient pas se découvrir. Jean-Paul Savard, Jean-Claude Martin. Est-ce que tu as l'intention d'abandonner ton voile à l'intérieur de la classe? Alors je ne peux pas te laisser rentrer. Je ne peux pas te laisser rentrer. C'est ferme et définitif. Fouzia et sa sœur Fatima n'iront plus en 6e au collège de Nantua. Après 8 jours de réflexion, leur père, un travailleur marocain du bâtiment, s'en tient à se communiquer. Voilà. Je suis un musulman. Mes enfants, je les ai appris ma religion islamique depuis leur naissance. Le voile islamique, c'est un habit comme le reste obligatoire pour les jeunes filles à partir des règles. Si le proviseur, lui aussi, joue la fermeté dans ce collège où 8 enseignants sur 10 se sont mis en grève contre le tchador en classe, c'est parce qu'il aurait reçu des ordres. Nous avons derrière nous quantité d'établissements qui sont dans une situation analogue à la nôtre et qui peut devenir aussi, je dirais, médiatique que la nôtre. Donc je me sens responsable aussi vis-à-vis d'eux. Les 2 autres collégiennes de l'affaire, 2 adolescentes turques, ont renoncé à se rendre en classe aujourd'hui, mais elles seraient prêtes à y revenir, sans tchador et sans caméra. Depuis 10 jours, les conseillers affluent à Nantua. Aujourd'hui, Moulay Hassan, qui se dit islamologue et qui logeait chez la famille marocaine, a été placé en garde à vue pour vérification administrative. Mercredi, l'imam de Nantua a été expulsé vers la Turquie pour avoir prôné la loi d'Allah avant celle de la France. Il faut croire au miracle, le train Paris-Nevers roulait à plus de 100 km à l'heure. Le camion d'hydrocarbures était bloqué au passage à niveau de Gien, dans le Loiret. Le train a heurté le camion. Le miracle s'est produit. Patrice Romden. Il y a dans cet accident tous les ingrédients d'une catastrophe.
D'abord, encastrée dans une maison, cette remorque, elle contient 32 000 litres de fioul non inflammable à froid. Ensuite, cette motrice, à 8h30 ce matin, le Paris-Nevers percute un camion dont la citerne se retourne, glisse et s'immobilise à quelques dizaines de mètres de là. Les 172 passagers du train sont indemnes, le chauffeur du camion souffre de légères blessures. Si le bilan relève du miracle, il n'élude en rien les questions. Aux prémices de l'enquête, deux hypothèses, soit le chauffeur est passé au rouge, soit les barrières protégeant les voies ferrées n'ont pas fonctionné. Restent les milliers de litres d'hydrocarbures qui se sont écoulés de la citerne et les risques de pollution qu'ils entraînent. Ce que nous craignons, c'est que s'il pleut, bien sûr, nous allons avoir un lessivage des sols et nous mettons en place des barrages à titre préventif dans le sens d'écoulement des eaux, de manière à pouvoir récupérer un maximum ces égouttures de fioul. La collision s'est produite sur une déviation provisoire pour les poids lourds, déviation dont les habitants de Gien réclament le maintien. On ne sait s'ils ont changé d'avis depuis l'accident survenu au lieu dit les Maisons Neuves. La star est stressée, ne la dérangez pas, mais quand il s'agit de Michael Jackson, on ne peut pas ne pas en parler. Il se reposerait à Avoria, en Haute-Savoie. Anne Mourgue. Où se cache donc Michael Jackson? Certains le croyaient à Londres, d'autres en Suisse. Aujourd'hui, nouvelle rumeur, la pop star américaine serait passée à Avoriaz. Information non confirmée, le directeur de l'hôtel se borne à dire que si par hasard la star est descendue chez lui, elle est en tout cas partie. Vous pensez bien que depuis 16 heures, on a fait le nécessaire et qu'à cette heure-là, il n'est plus à Avoriaz. On a d'autres hôtels en France et je peux vous dire qu'il n'est plus à Avoriaz à cette heure-là. Michael Jackson en plein doute, en pleine crise. Vendredi, il interrompt sa tournée mondiale Dangerous, part sans prévenir, sans laisser d'adresse. Dans une cassette audio, il évoque juste un problème de santé, une dépendance envers les médicaments suite à un accident survenu lors du tournage d'un clip pour Pepsi Cola en 1984. Michael Jackson, éprouvé, dit-on, par les accusations de pédophilie portées contre lui en août dernier. Michael Jackson qui risque d'avoir besoin d'encore plus de repos. Pepsi Cola vient d'interrompre brutalement le contrat qui les liait. La fin de 9 ans de collaboration, des millions de dollars perdus pour la pop star. Ce soir, seule certitude, Michael Jackson se repose quelque part et il possède toujours quelques heures d'avance sur les paparazzi. Qui tout double dans 48 heures, si Papin et ses copains perdent contre les Bulgares, ils n'iront pas en Amérique et Gérard Rouillet devra peut-être se recycler. Confession d'un ancien prof, devenu entraîneur, confession recueillie par Laurent-Frédéric Bollet, Didier Rancoeur. À une période de ma vie, au lieu de jouer à un haut niveau, j'ai dû privilégier les études. Le football n'était pas structuré et organisé de la même manière. Et puis vous ne choisissez pas votre destin, ça s'est passé comme ça. Et puis après, il y a eu des circonstances qui ont fait que je suis devenu joueur-entraîneur. Et après, c'est parti. Vous savez, vous ne choisissez pas, j'ose dire, hein. Les entraîneurs sont comme beaucoup de gens, des hommes d'action. Et c'est vrai que le fait d'avoir une trajectoire par étapes, comme disait Goethals, ça aide beaucoup. Est-ce que vous croyez, vous avez senti tout au long de votre carrière que ce passé, autre que le football, vous collait à la peau Bien sûr, mais je l'assume d'une part. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à être dans cette situation. Et puis peut-être que n'ayant pas eu certaines sensations d'un côté, j'ai peut-être plus développé d'antenne et d'écoute dans un autre domaine. Cela étant, vous savez, les étiquettes, pour moi, c'est toujours quelque part un témoignage d'étroitesse et une marque de manque d'intelligence. Depuis 2 jours, vous avez été attaqué, un peu par Michel Platini, beaucoup par David Ginola. Être critiqué, vous en avez pas marre? C'est quand même le genre d'événements ou de déclarations ou d'épiphénomènes qu'on rencontre souvent. Et vous apercevez que c'est vraiment entraîné, c'est un métier d'expérience, de savoir-faire, de doigté et de gestion quelquefois des états d'âme et des conflits. Je pense toujours que quand on est leader, que ce soit leader technique ou autre, il faut prendre de face les problèmes qui peuvent exister, anticiper surtout quelquefois, et en tout cas ne pas chercher à évacuer les tensions et les conflits, mais au contraire les gérer et au contraire les traiter avec les intéressés, même si quelquefois ça nécessite beaucoup de courage et un peu d'amour-propre renfoncé. Je pense qu'en sport, il faut savoir que tout le monde a une chance, que rien n'est gagné d'avance, et en tout cas qu'il n'y a pas de confort. Nous pensions que notre
qualification serait confortable contre Israël. On s'est trompé, il n'y a pas de confort au haut niveau. Et la meilleure preuve, c'est qu'on va vivre 90 minutes à la fois d'effort et d'angoisse. Pourquoi dit-on toujours primitif? Il y a 7000 ans, les hommes déjà se tenaient bien, ils ne découpaient pas leur viande avec les mains. Patrick Esther. Et non, l'homme préhistorique n'avait rien d'un sauvage. Les peintures qu'il nous a léguées sur les parois des cavernes étaient déjà là pour le prouver. Mais on connaissait en revanche relativement mal sa vie quotidienne. En étudiant les plus infimes détails, les archéologues ont pu percer quelques-unes de ses habitudes. Ainsi, l'observation de microscopiques traces d'usure sur des silex ou de fractures sur des ossements d'animaux retrouvés dans les grottes ont permis aux scientifiques d'effectuer une étonnante reconstitution. Retour en arrière de 7000 ans. Un peu d'imagination, vous venez de partir à la chasse aux sangliers. En attendant, vos collègues techniciens préparent une impeccable batterie de cuisine. Couteau de silex à manche d'os collé à la résine de pin et cire d'abeille, hache, scie, tout sera prêt pour votre retour triomphal. Une belle bête. Les bouchers du néolithique vont en tirer de la viande pour toute la tribu. À chaque geste correspond un outil précis, comme quoi à l'âge de la pierre, le progrès technologique était déjà une préoccupation. Voici la perceuse de trous, je parle de la pierre, bien utile lorsque vous allez vouloir transformer la peau de votre sanglier en mini-jupe pour votre fiancé. Un véritable travail de haute couture. La poudre d'ocre, elle, n'est pas destinée à teinter, mais à empêcher de pourrir. Bon, mais retour à la boucherie pour lever les escalopes. Ça coupe, et même très bien. Depuis 7000 ans, ces vertèbres ont gardé les traces des couteaux et même des fractures des coups de hache. Grâce à cette étude, les archéologues ont pu non seulement s'offrir un bon dîner de sanglier, mais surtout déterminer que l'homme du néolithique était déjà capable de tirer 60 kg de viande d'un animal sauvage, c'est-à-dire autant qu'un boucher d'aujourd'hui. Emmanuel Bernheim, prix Médicis pour sa femme chez Gallimard. Paul Auster, prix Médicis étranger pour Léviathan, acte sud. Désir amoureux chez l'une, désillusion chez l'autre. L'une et l'autre racontent leur histoire, imaginez, à Monique Atlan et Bruno Giraudon. C'est une femme d'aujourd'hui qui rencontre un homme d'aujourd'hui et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Or, cet homme est marié, il a 2 enfants, ce qui pose évidemment des problèmes. Alors, j'essaye de raconter l'histoire des méandres amoureux de ce couple, comment cette femme va, à force de stratagèmes, à force de petits subterfuges, à force de pis-aller, comment va-t-elle réussir à entretenir cet amour, à entretenir le désir. Je crois que c'est une histoire d'amour et de désir dans le monde d'aujourd'hui. Je traite les rapports entre les gens à New York, les gens plus ou moins de mon âge, c'est-à-dire dans la quarantaine, les gens qui ont vécu les années 60. Et c'est plutôt les répercussions de maintenant, après 20 ans, 25 ans d'un gouvernement assez à droite, et les déceptions de cette génération. C'est aussi histoire d'amour entre les hommes et les femmes, histoire d'amitié entre 2 hommes, et aussi une histoire d'une sorte de terrorisme esthétique, une image de la statue de la liberté qui joue un rôle très important dans ce livre. Et le prix Médicis Essai a été décerné à Michel Onfray pour la sculpture de soie chez Grasset. Non, la guerre culturelle n'est pas encore déclarée entre les États-Unis et la France. Le cinéma français a fait son festival pour la 5e année consécutive à Sarasota, en Floride. Bruno Albin, Joe Thomas. Jean-Charles Takela tourne à Sarasota. Le cinéma français doit-il parler anglais pour mieux se vendre aux États-Unis? On va tenter l'expérience l'an prochain en Floride et en Californie. 5 films, dont Le Zèbre et Les Visiteurs en version américaine. Takela tourne son film en 2 langues. Ce qui est en anglais sera sous-titré en France et le contraire dans les pays anglo-saxons. Moi, je préfère que chacun garde son identité. Les histoires de double version, je me méfie parce qu'il y en a souvent une des 2 versions qui n'est pas bonne. J'aime énormément. I love Sarasota also. Les Américains l'appellent Depardieu. Et parmi les comédiens de Germinal présentés l'autre soir au festival de Sarasota, il était le seul à être considéré comme une star. On l'a vu ici dans ses meilleurs rôles. Cyrano lui a même valu il y a 2 ans une nomination aux Oscars. À part Catherine Deneuve et lui,
Le cinéma français n'a pas ici d'autre visage. Ils m'ont accepté comme français. Parce que d'habitude, il faut leur ressembler. Vous savez, ils sont très durs. Français sans doute, mais qui parle aussi anglais dans des films américains. Sans ces rôles de Christophe Colomb ou de Green Card, carte verte, Depardieu ne serait pas totalement Depardieu. L'expérience du doublage fera donc passer le cinéma français du ghetto luxueux des salles d'art et d'essai à celle plus commerciale du second réseau américain de distribution, là où le pop-corn remplace les Esquimaux. Et comme le dit Elliott Gould, il n'y a pas que les bonbons et le pop-corn, il faut aussi parfois nourrir les esprits. Il y a quelques mois seulement, les Américains juraient que les films doublés seraient voués à l'échec. Maintenant que l'expérience va démarrer, le cinéma français n'a plus qu'à croiser les doigts. Beau et froid demain, c'est le temps que Sophie Davant vous annoncera dans un instant. Le sang des innocents, c'est le titre du film de Michel Courtois que vous verrez à 20h50 avec Gérard Darmon, Anaïs Jeanneret et Luna Sainz. Le laser, c'est le thème de Savoir Plus de François de Closet à 22h25. Philippe Lefebvre vous présentera le dernier journal à 23h40. Bonne soirée sur France 2, à demain 20h, bonsoir.